C'est Sans détour. Sans détour de ce dimanche est consacré aux 70 ans de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte avait été signée le 26 juin 1945. Deux invités pour en parler, Luc Michel, analyste géopolitique, directeur de l'EOD, et Modeste Mbatala, enseignant, professeur de sciences politiques dans les universités canadiennes. www.camerounvoice.com, la tribune du Cameroun. Retour dans ce studio de Sans détour où nous consacrons cette émission, l'émission de ce dimanche, aux 70 ans de l'Organisation des Nations Unies. Nous recevons un habitué de cette émission. Il s'agit de Luc Michel, que nos auditeurs connaissent très bien. Luc Michel, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver sur vos antennes et en tout cas, félicitations pour le travail que vous effectuez. Merci. Comme sujet d'entrée, je voudrais avoir votre opinion sur l'attentat qui a eu lieu hier à Sousse, en Algérie, en Tunisie je veux dire, où 38 touristes ont été massacrés par un étudiant tunisien. L'attentat a été revendiqué par l'organisation État islamique. Est-ce qu'on a vu ça venir? Écoutez, moi oui, puisque je parle de la menace de l'État islamique, aussi bien en Europe qu'en Afrique du Nord depuis près de 6 mois maintenant, il y avait toute une série d'indicateurs qui l'annonçaient. Ceux qui connaissent la situation tunisienne savent que la Tunisie n'est absolument pas, comme les médias occidentaux le présentent, c'est pas la réussite du soi-disant printemps arabe. C'est un État qui est évidemment une bombe politique, une bombe sociale. La situation s'est très gravement dégradée économiquement depuis la soi-disant révolution du jasmin. Et le grand problème évidemment, c'est que le principal revenu de la Tunisie, c'était principalement le tourisme. Moi, j'ai vu en direct le tourisme s'effondrer, puisque vous savez que j'étais l'un des acteurs de la défense de la Jamaïria libyenne, et la Libye étant sous embargo, nous passions par Tunis et Djerba, c'est-à-dire au même moment où se déroulait la soi-disant révolution tunisienne, et on voyait les hôtels de Djerba, qui étaient la perle du tourisme tunisien, je vous parle de 2011, ils étaient déjà vides à ce moment-là. Nous avons parlé, parce qu'il y avait de longues attentes pour les avions, nous avons parlé là-bas avec des gérants d'hôtels, avec des gérants de restaurants. Tout était en train de s'effondrer. Il y a eu une toute petite reprise, mais qui est celle d'un tourisme de masse et bon marché, c'est-à-dire qui ne rapporte pas beaucoup au pays. Et maintenant, l'attentat va mettre un mal à ça. Il faut quand même savoir quelque chose. Moi, je ne sous-estime jamais l'ennemi. Je suis tout à fait, vous le savez, opposé depuis maintenant la guerre d'Afghanistan dans les années 80 à ce djihadisme qui est, je l'ai dit, l'allié obscène de l'impérialisme occidental, mais il ne faut pas les sous-estimer. On n'est plus à l'ère des petits réseaux terroristes alliés à des gangs mafieux. L'État islamique, c'est ce qu'on appelle en droit un État de facto, avec ses ministères, avec ses services. Il y a un livre qui est sorti là-dessus que tout le monde doit lire, c'est L'État islamique de Samuel Laurent au Seuil. Il explique cette structuration de l'État. Il explique surtout quelque chose, et ceux qui l'ont lu et qui étaient capables d'analyser, comme moi, l'ont compris tout de suite. Il y a notamment des services secrets très puissants de cet État islamique. Il y a des opérations de conseillers militaires et politiques, et il y a un financement, puisque l'État islamique, grâce au vol du gaz, du pétrole, des ventes, des artefacts d'art, dont ceux qui volent dans les musées, tout n'est pas détruit comme on le montre sur les vidéos, beaucoup est vendu clandestinement, et de la traite d'êtres humains, notamment la vente de femmes dans quasiment tout le Moyen-Orient et l'Asie, et la vente d'enfants également au réseau pédophile. Il a des moyens illimités. À partir de ce moment-là, il a pu se projeter en Libye, il a pu se projeter en Tunisie. Il a eu maintenant une grande avancée, vous connaissez tous Mokhtar Ben Mokhtar, c'est le chef djihadiste qui a fait l'attaque d'El Amena que les Américains prétendent avoir tué il y a quelques jours. Apparemment, c'est pas le cas. On est encore dans la guerre, dans la comédie de la guerre au terrorisme. Eh bien, Mokhtar Ben Mokhtar a fait allégeance à Daesh.
c'est devenu un puissant chef de guerre. Et il est l'exemple même d'ailleurs de cette montée en puissance du djihadisme, puisque il y a 10 ans, on l'appelait Marlboro Man, c'était un chef mafieux spécialisé dans le trafic de cigarettes, depuis les États-Unis, en passant par la Guinée-Bissau, qui était le point d'entrée, jusqu'à l'Europe. C'est maintenant un chef de guerre avec des unités mécanisées. Et évidemment, tout ça a fait que la Tunisie maintenant est de nouveau une poudrière politique. Les islamistes de Daesh, appelons-le plutôt, je préfère ce nom que l'État islamique, mais les terroristes de Daesh ont donc évidemment extrêmement bien ciblé leur attaque, et c'est une arme économique en fait ce terrorisme. C'est-à-dire que vous avez peut-être pu voir dans la presse, notamment toutes les grandes, ce qu'on appelle les tours opérateurs, des gens comme j'étais en Belgique ou en France, ont rapatrié la totalité de leurs vacanciers et ont retiré la Tunisie des catalogues. C'est la même chose en Égypte. Hein. Je vous relance, hein, Luc Michel. Alors cet attentat intervient quelques mois, 3 mois seulement après celui du musée du Bardo, qui est intervenu le 18 mars dernier et qui a laissé sur le carreau 21 personnes. Alors qu'est-ce qui justifie cet acharnement de l'État islamique sur la Tunisie? C'est-à-dire que, pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que l'objectif final, en fait, c'est l'Algérie. Il faut donc avoir une instabilité à proximité des frontières algériennes. L'instabilité par le Sahara, elle est très faible parce que l'armée algérienne est bien déployée. Il y a des grandes bases qui existent, dont Taman Rasset, qui leur permettent de contrôler. Et donc on passe par un endroit où les Algériens ne s'attendaient plus à avoir des problèmes. Il y a également le fait, vous savez, pour que Daesh puisse s'implanter, il faut qu'il y ait un terreau islamiste. Ce terreau islamiste, il existe évidemment en Tunisie, puisque la soi-disant révolution du jasmin, qui a été entièrement, moi j'assume ce que je dis, qui a été entièrement organisée et promue par les États-Unis, il y a des déclarations de la ministre française Alliot-Marie là-dessus notamment. Eh bien, à partir de ce moment-là, comment ont-ils lancé l'assaut contre le régime de Ben Ali? Ils l'ont lancé en utilisant, comme partout, les frères musulmans, les islamistes, etc. La société s'est radicalisée. À Tunis, où vous trouviez vin et alcool dans les restaurants, dans le centre-ville, vous n'en trouvez plus. C'est impossible. On voit de plus en plus de femmes voilées, alors que la société tunisienne était le modèle du Moyen-Orient au niveau de l'émancipation de la femme. Donc il y a un terreau fertile. Il y a évidemment, puisque les islamistes ont été écartés du pouvoir rapidement parce qu'ils n'intéressaient plus les Américains, ces islamistes sont des gens déçus, et donc il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui sont prêts à l'action directe. La deuxième chose, c'est l'effondrement économique. C'est-à-dire, quand je parle de guerre économique de Daesh contre la Tunisie, c'est ça. Le terrorisme, il fait ça. Il faut faire fuir les touristes qui sont la dernière source de revenus. À partir de ce moment-là, on a des jeunes sans emploi, on a des masses de chômeurs, on a un mécontentement politique et social très important, et donc on a de plus en plus un terrain fertile pour l'islamisme. Tout ça est extrêmement bien calculé, et c'est une politique qui est appuyée un peu partout. Pourquoi Daesh, pourquoi la filiale de Daesh Boko Haram, puisqu'on est en Afrique, pourquoi a-t-elle attaqué dans le nord du Cameroun? Parce que c'est la partie du Cameroun où il y a le plus de problèmes économiques. Pourquoi ont-ils attaqué dans le nord-est du Nigeria? Parce que le nord-est du Nigeria est hors du développement économique spectaculaire du pays. Ils vont dans des zones où ça marche, où vous avez une société moderne, avec une économie qui est en plein développement. Vous n'avez très peu de possibilités de développement de mouvements islamiques. C'est le même problème qui se passe en Europe même. Pourquoi trouve-t-on les islamistes dans des zones comme la banlieue de Marseille, dans la banlieue de Paris ou dans les quartiers arabes de Bruxelles, puisque le problème est là? Parce que ce sont des zones où il y a un taux de chômage très important. Bruxelles, c'est la deuxième région en richesse de l'Union européenne, mais il y a d'immenses disparités sociales. Et pour cette jeunesse qui est issue de la deuxième génération de l'immigration maghrébine, il y a peu d'emplois, donc c'est le chômage, etc. À ce moment-là, les mosquées prennent salafistes, parce qu'on les a confiés aux salafistes, prennent en main
cette jeunesse, et on a, évidemment, en Belgique, c'est un phénomène depuis 20 ans maintenant, on a une génération spontanée de djihadistes.